Aujourd'hui, on retourne au quartier Huntsic, dont j'avais déjà fait un portrait général. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser plus profondément à son histoire avec DJ Org. Alors, on est présentement ici sur le bord de la rivière des Prairies, derrière l'église de la Visitation, qui est la plus vieille église de Montréal, toujours debout, toujours vivante. Alors, c'est ici même que l'histoire du quartier va débuter, aussitôt que 1615, donc avant même la fondation de Montréal en tant que telle, Champlain, le Champlain, va descendre la rivière avec Monsieur des Prairies et avec ses acolytes. Ils vont célébrer une messe à l'endroit même où on se tient. Ça sera possiblement la première messe de Nouvelle-France, sinon la première messe de l'île de Montréal, for sure. Ça va donner le ton parce que quelques années après, ça va être un secteur très fréquenté par des religieux qui veulent voir des Autochtones pour les convertir. Donc, à une certaine époque, en 1625, Nicolas Viel et Huntsic sont dans un canot. Ils redescendent la rivière et puis... je connais pas l'histoire en détail, il y avait un chat dans le canot, il y avait un tison, bref, le canot va chavirer et ils vont se noyer. Et puis ça va devenir le saut au récollet. Saut dans le sens d'un petit rapide d'eau. Alors c'est ici, et c'est pour ça que le quartier s'appelle Huntsic, c'est à cause de son acolyte. En 1696, à cause des guerres avec les Iroquois, sur l'île de Montréal, on va établir un système de défense. Plusieurs petits villages avec des forteresses vont être érigés, principalement dans la pointe est de l'île, mais aussi un peu dans l'ouest. Pointe-aux-Trembles, Longue-Pointe, Rivière-des-Prairies, Pointe-Claire, tout ça, ça va être des petites places fortifiées. Et ici aussi, en tant que tel, le Saut-Récollet sera une des petites places fortifiées. On va faire un fort, le fort Lorette. C'est un petit fort fait pour comme défendre contre les Indiens, mais aussi c'est le cœur d'un village. Donc Fort Lorette sera l'embryon du village et puis il va faire la job jusqu'en 1701 qui sera la Grande Paix. Donc on va faire la paix avec les Autochtones, il n'y aura plus vraiment de raison d'être. Par contre, dès que la Grande Paix est signée, ben là le territoire devient sécuritaire, on commence à concéder des terres, ça commence vraiment à devenir une petite bourgade. Dans la petite bourgade, entre 1721 puis 1751, on va déménager la mission amérindienne à Oka. On va bâtir un moulin seigneurial, on va commencer à faire une paroisse, une chapelle et éventuellement une église, l'église qu'on voit derrière moi. Alors, on est présentement devant le pont La Chapelle à Cartierville, dans ce qui fut, au tout début du quartier d'Huntsic, la barre à Plouffe. C'est quoi ça, la barre à Plouffe? Bien, François Plouffe, c'est comme un gars que lui, au début des années 1800, il s'installe ici, puis il fait une traverse. Comme un peu, j'en ai parlé à Montréal-Nord, donc les gens qui veulent traverser à Laval, ils tirent la petite cloche, lui il arrive avec sa barge, puis il les fait traverser l'autre bord. Ça va durer à peu près jusqu'aux années 1834, parce qu'en 1834, en fait, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont construire un pont, un premier pont, une première mouture, qui est un pont de bois couvert, quand même assez magnifique. Ce pont-là, actuel, est très joli aussi, mais il faut voir les photos de l'ancien pont, comment il était beau. Donc, le pont La Chapelle, qui sera un pont de bois, il va relier Montréal à Laval via Côte-des-Neiges. Donc, les Montréalais partent de Côte-des-Neiges, ils montent, puis ils arrivent ici, ils traversent l'autre bord. Donc, ici, géographiquement, il faut comprendre qu'on est au début des rapides de la rivière des Prairies. Donc, les bateaux qui partent de Ottawa, c'est quand même une douce rivière tranquille jusqu'à ce moment-ci. Il va y avoir des rapides jusqu'à peu près à Montréal-Nord. Donc, il faut comprendre que dans ces années-là, beaucoup de Canadiens vont dans la région de l'Outaouais couper du bois. Tout ce bois-là doit être acheminé à Québec. Il n'y a pas encore de chemin de fer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met des pitounes sur l'eau qui flottent. On en fait des wagons, on les attache. Ça fait comme des espèces de gros rectangles de 100 pieds de diamètre. Puis on les attache un à la chaîne. Il y en a des fois plusieurs dizaines. Donc, on appelle ça des cageux. Les cageux, c'est ceux qui sont debout, là, qui font la pitoune, puis qui ils se dirigent avec des perches. Donc, eux, c'est quand même assez tranquille jusqu'à rendu ici. Mais là, rendu ici, ils doivent débarquer, ils doivent défaire les wagons de bois, les laisser aller dans les rapides. Les plus téméraires vont aller défaire les
les nœuds puis les motons de pitounes de bois qui vont se former. Puis plus loin, à Montréal-Nord, ils vont les défaire. À une certaine époque, il y a tellement de bois qu'on peut partir d'ici à Cartierville puis marcher ces pitounes jusqu'à Laval. Ça fait pratiquement un pont de bois. Alors, on est présentement ici dans un petit parc devant la rue Gouin, au coin de la rue Poincaré. C'est un super beau site. Ça peut donner un peu une idée de ce que ça a déjà pu être. Ça a gardé son petit côté champêtre. Alors, au site où on se tient en ce moment, à l'époque, il y avait des gros rapides. En fait, sur la rivière des Prairies, à partir d'ici jusqu'à Montréal-Nord, c'était plein de rapides. Mais le plus gros des rapides était ici. C'est pas pour rien que ça s'appelait Gros Saut. À cet endroit-là, à cause des rapides, évidemment, on a fait un moulin. Puis dès 1800, les boulangers de la ville venaient jusqu'ici chercher la bonne farine du moulin de Gros Saut. À partir de 1876, le cadre champêtre et campagnard va être bouleversé, évidemment, par l'arrivée du chemin de fer. Le fameux chemin de fer qui allait à Saint-Jérôme pour le curé Labelle, il va passer par le secteur. Ça va faire que le secteur va se développer très rapidement. Ça va devenir un village, le village de Bordeaux. Ça va être favorisé en partie par l'accès facile du train. Donc, c'est plus la grande randonnée pour venir ici en raquette puis en traîneau là, qui prend des jours. Là. On vient passer la fin de semaine. C'est comme les Laurentides, dans le fond. Les riches du centre-ville viennent ici, dans leur maison de campagne, passer les fins de semaine et l'été. Le village de Bordeaux va durer quelques années. Après ça, ça va devenir rapidement une municipalité pour être annexé à Montréal. Alors, on est ici devant le pont Viau, qui n'a pas rapport pas en tout avec la rue Viau. Ça peut être mélangeant des fois. OK, on est en 1847. Alors, Pierre Viau, il construit le pont Viau, pas celui-ci qu'on voit, mais comme une première version en bois. En fait, il a construit pourquoi ici? On est au bout d'un chemin agricole qui deviendra plus tard la rue La Jeunesse. C'est un chemin qui part du bas de la ville, puis il y a des barrières à péage, puis c'était tout naturel qu'on le fasse traverser du côté de Laval. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'au coin de la rue Chemin du bord de l'eau, qui va devenir le boulevard Gouin, et du pont Viau, il y a un petit hameau qui va commencer à se développer après la construction du pont. Ça se développe surtout autour de l'hôtel Péloquin, qui est fréquenté par des voyageurs qui, eux, s'en vont au Montreal Hunting Club. Puis, ça se traduit à l'époque par une longue balade en traîneau, de la raquette, de la chasse, de la pêche. Donc, c'est un lieu de villégiature ici. Puis, on entend parler du fabuleux spectacle des cageux qui redescendent la rivière des Prairies. Les riches anglos regardent ça de la terrasse de l'hôtel Péloquin. Et puis, on se la coule douce, c'est la belle époque. Alors, on est présentement sur le boulevard Gouin, devant la prison de Bordeaux, que tout le monde connaît. En fait, j'espère pas trop pour vous. C'est pour exprimer que de 1850 à 1930, dans le territoire de Huntsic-Cartierville, c'était un territoire prisé pour les institutions. C'est facile à comprendre, l'air est pur, c'est tout de même quand même assez accessible. C'est abordable, c'est enchanteur, c'est champêtre. Les terrains sont pas chers, puis surtout, il y a de grands, vastes domaines, ce qui reste de moins en moins vers le sud. Tout ça va faire en sorte que plusieurs, et des congrégations religieuses, mais aussi les municipalités, beaucoup de gens vont avoir les yeux sur le secteur ici pour faire notamment le Novicat Saint-Joseph, la prison de Bordeaux derrière moi, le sénatorium Prévost, l'hôpital Sacré-Cœur qui est comme immense, l'hôpital Notre-Dame-de-la-Merci et d'autres que je ne nommerai pas, mais c'est pour vous dire que s'il y a beaucoup d'institutions ici dans le nord de la ville, c'est pas pour rien, c'est un terrain propice à ça à l'époque. Donc, jusqu'en 1892, le nord de la ville où on est reste très champêtre, très campagne. La ville n'a pas encore rejoint. Par contre, pourquoi 1892? Ça va changer. Le fameux tramway Mélune débarque en ville. Donc, le tramway Mélune, il part du bas de la ville, il monte, il tourne sur Henri Bourassa, puis ça va jusqu'à Montréal-Nord. Donc, il se met à desservir le secteur. Ce qui fait en sorte que le dimanche, les Montréalais déferlent comme une horde de touristes.
Comme en ce moment, dans la fin de semaine, tous les Montréalais s'en vont dans les Laurentides. À l'époque, les Montréalais sautent dans les tramways, ils s'en viennent soit à Montréal-Nord, ici à Sault-Récollet, ils vont à Cartierville, ils viennent profiter de la rivière. Donc, les vieux villages vont se transformer, les terres agricoles vont se lotir assez rapidement, des maisons, des villas, des chalets, des hôtels. Le secteur va vraiment se mettre à passer d'une maison de rang à plusieurs maisons, vraiment comme... C'est là qu'on rentre vraiment dans la partie entre village et ville. Tout ça va faire en sorte que les anciens villages vont se développer tellement vite qu'ils vont devenir des municipalités. Puis en 1910 et 1916, toutes les municipalités du quartier vont toutes être annexées à la ville de Montréal. On est présentement sur le boulevard Henri Bourassa, le chic boulevard. OK, donc après 1918, on pourrait dire que c'est un secteur moins bucolique. La ville rattrape le coin, l'arrivée de l'automobile, du train, du tramway. Finalement, le secteur se popularise avec toute l'urbanisation qui vient avec. Donc, ce qui fait en sorte qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, tout le cadre champêtre du secteur a complètement disparu. En 1959, on va percer le boulevard Henri Bourassa sur l'ancienne emprise du tramway Méline. Ça va donner ce qu'on voit ici, hein? On n'est plus en campagne pantoute. 1960, il n'y a plus de moulins, définitivement. Là, on va faire l'autoroute 15, l'autoroute 13, l'autoroute 19, tous des gros ponts d'autoroute qui vont traverser la rivière. Encore là, ça enlève le cadre champêtre. Bref, tout ça pour vous dire qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça va engendrer une urbanisation très rapide du secteur, sous le modèle de banlieue, avec soit des petits bungalows ou d'autres secteurs avec des gros blocs appartements. Ça va changer. Alors donc, de 1980 à aujourd'hui, on va appeler ça comme un vent de renouveau. Premièrement, en 1983, on va faire le parc de l'île de la Visitation, ici même où je me trouve, qui était des restants de l'ancien village de Sault-Récollet qui, même s'ils ont gardé certaines résidences privées sur l'île, le reste de l'île, c'est devenu un très beau parc que je vous invite à visiter. Dans le même parc, en 92, le site ici où le moulin va devenir patrimonial. Puis quelques années plus tard, on va rénover le moulin qu'on voit derrière moi pour que ça devienne accessible au public. Aujourd'hui, on peut y aller. C'est vraiment un très beau site à visiter, autant pour la nature que pour le côté histoire. Donc, de 80 à aujourd'hui, le quartier a continué à se densifier. Beaucoup de taux d'habitation, les derniers terrains qui n'étaient pas bâtis se sont bâtis. Donc, pour conclure, le quartier ici a toujours eu une connotation champêtre et de villégiature, même si dans des années, c'était moins mis en valeur. Encore aujourd'hui, en tant que Montréalais, si vous n'êtes pas familier avec le quartier, venez faire un tour. C'est très, très dépaysant. On se croirait à certains endroits dans un village québécois, genre de Kamouraska. Il y a vraiment quelque chose à voir. C'est un très bon quartier pour vivre. C'est un peu le meilleur des deux mondes, hein? On a un peu la quiétude de la campagne et de la banlieue, tout en étant encore en ville. Donc, un très beau quartier à découvrir. Ça fait une bonne fin de capsule, ça, avec ta petite musique.